Verre brisé dans la cuisine. Émilie se figea, serrant plus fort sa girafe en peluche contre sa poitrine. Sa fièvre faisait tourner le monde, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Le bruit lourd de pas inconnus résonna dans la maison sombre. « Vérifie à l'étage », une voix dure murmura. « Je regarderai ici. » À travers la porte de sa chambre fissurée, Émilie pouvait voir un rayon de lumière danser à travers le mur du couloir. Sa gorge se serra de peur, incapable d'appeler. Où était Madame Parker? Où était Max? Le plancher à l'extérieur de sa chambre craqua. La porte s'ouvrit lentement, révélant une grande silhouette en noir. Le visage de l'homme, partiellement couvert par un masque, se tordit en un sourire quand il aperçut la petite fille recroquevillée dans le lit. « Eh bien, qu'avons-nous ici » dit-il en se rapprochant. Un grognement sourd éclata des ombres derrière lui. L'homme se retourna juste au moment où 80 livres de berger allemand s'élancèrent dans les airs, les dents de bide et les yeux rivés sur sa cible. Dans ce moment gelé, alors que le corps puissant de Max entrait en collision avec l'intrus, une seule question restait, ce sacrifice de protecteur loyal serait-il suffisant pour sauver le? Emily Williams n'était pas comme les autres enfants de 5 ans. Tandis que les enfants du quartier jouaient au chat et à la souris, criant avec une joie débridée, Emily observait de loin, ses yeux bleus profonds pris dans chaque détail, mais établissant rarement un contact direct avec les autres. Diagnostiquée avec un autisme de haut niveau 6 mois plus tôt, elle vivait dans un monde où des expériences sensorielles bouleversantes la renvoyaient souvent dans la sécurité de sa chambre. Des animaux en peluche et des livres étaient méticuleusement disposés, lui offrant du réconfort. Emily parlait rarement, et quand elle le faisait, ses mots venaient en chuchotement ou par la voix de sa girafe bien-aimée. Elle repérait son professeur, l'appelait brillamment, piégée dans un esprit mathématique capable de compter des centaines d'objets d'un coup d'œil, mais ne pouvait pas tolérer le chaos de la cafétéria de l'école. Lorsqu'elle était touchée de manière inattendue, elle se retirait comme si elle était brûlée, mais elle avait envie de pression profonde, comme des couvertures lestées contre sa petite silhouette. La plupart des nuits, Emily regardait par la fenêtre de sa chambre, comptant et relatant méthodiquement les constellations, comme si l'univers pouvait révéler son modèle si elle payait simplement assez de près attention. Le docteur Sarah Williams traversait la vie avec la précision d'un chirurgien pédiatrique. Ses jours étaient mesurés en vie sauvée et en repas manqués. À 42 ans, les cernes sous ses yeux étaient devenus permanents. Ses cheveux cuivrés, souvent tirés à la hâte en arrière avec des mèches qui s'échappaient, reflétait son épuisement. Depuis que Michael était parti, emportant avec lui sa chaleur et sa patience, Sarah avait lutté pour combler le fossé entre son expertise professionnelle avec d'autres enfants et le défi déconcertant de se connecter avec sa propre fille. Elle comprenait parfaitement l'anatomie du cerveau, mais l'esprit d'Emily restait un beau mystère qu'elle ne pouvait résoudre. Les collègues de Sarah admiraient ses mains stables, capable de réparer les plus petits vaisseaux sanguins du cœur d'un nouveau-né, ne voyant jamais comment ses mêmes mains tremblaient en essayant d'apaiser les crises de sa fille. Elle gardait des photos d'Emily sur son bureau pour lui rappeler ce pourquoi elle travaillait, même si elle manquait des pièces de théâtre et des thérapies à l'école en raison d'opérations d'urgence. Max n'avait pas toujours eu peur des coups de feu et des mouvements rapides. Autrefois membre fier de l'unité K9, le berger allemand avait été une présence redoutable. Son corps musclé et son intelligence aiguë faisaient de lui l'un des atouts les plus précieux du département. Puis vint ce mardi pluvieux, lorsque l'officier Jenkins, son maître et partenaire depuis 6 ans, se retrouva devant une balle destinée à un civil. Le traumatisme laissa à Max une cicatrice déchiquetée sur son épaule gauche et quelque chose de cassé à l'intérieur qu'aucun vétérinaire ne pouvait réparer. Jugé trop nerveux pour le service après des mois de réadaptation ratée, Max faisait face à un avenir incertain. Lorsque le docteur Williams le rencontra pour la première fois, ses yeux marron foncé avaient une vigilance hantée. Sa posture, autrefois autoritaire, était maintenant légèrement voûtée, comme s'il se préparait perpétuellement à une autre perte. Pourtant, quand des aperçus calmes de son ancienne noblesse émergeaient, tête haute, oreilles alertes, l'instinct de protection brûlait toujours sous sa blessure, esprit blessé. La décision d'adopter Max n'avait pas été prise à la légère. Sarah Williams se tenait dans le couloir stérile du centre de réadaptation des animaux, serrant un dossier d'évaluation comportementale, tandis que l'officier Daniel s'expliquait l'histoire de Max. « Il n'est pas dangereux,
Daniel insista, son visage patiné s'adoucissant en regardant à travers la fenêtre d'observation, le berger allemand juste cassé d'une manière que nous ne pouvions pas réparer pour le travail de la police. Le bruit le mettait en colère, il est hypervigilant, dort peu. Sarah reconnut les symptômes immédiatement, syndrome de stress post-traumatique canin, pas différent de ce qu'elle avait vu chez les vétérans militaires qui étaient passés par son hôpital. Ce qui la fit hésiter n'était pas l'état de Max, mais plutôt les murmures de ses collègues quand elle mentionna envisager un chien policier à la retraite pour Emily. Un animal traumatisé avec un enfant ayant des besoins spéciaux, c'est irresponsable, le docteur Roberts avait dit autour d'un café dans le salon du chirurgien. Même sa mère avait dit que c'était une autre de vos décisions impulsives, rappelant à Sarah le studio de poterie qu'elle avait ouvert et fermé l'année précédant ses études de médecine. Mais quelque chose dans les yeux de Max alerte Meadow lui rappelait la façon dont Emily voyait tout, traitant le monde différemment, retenant des profondeurs que d'autres manquaient. Contre toutes les recommandations, Sarah signa les papiers d'adoption ce après-midi-là. Je prends soit la meilleure décision de ma vie, soit la pire. Il ne semble pas y avoir de terrain d'entente. Ils détruiraient tout ce qu'ils avaient reconstruit, murmura-t-elle, désolée, en regardant Emily appuyer son petit corps contre la silhouette robuste de Max. L'enfant leva les yeux. Soudain, sa perception étrange se fit sentir, comme si elle sentait le regard de Madame Parker. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la fenêtre et se manquèrent. Parker se détourna la première, honte brûlante dans sa gorge comme de la bile. L'appel arriva à 19h23, juste au moment où Sarah complétait les notes post-opératoires sur une réparation réussie d'une valve cardiaque chez une patiente de 2 ans. La fièvre d'Emily avait commencé ce matin-là, J1, à 101,2 degrés Fahrenheit, ce que Madame Parker avait signalé, mais cela semblait gérable avec du Tylenol pour enfants. Maintenant, la voix de la gouvernante portait une pointe d'inquiétude, propulsant Sarah de l'inquiétude à l'alarme en quelques secondes, 103,8 degrés Fahrenheit et elle ne répondait pas aux médicaments. Madame Parker expliqua qu'Emily demandait après vous. Le dernier détail frappa Sarah de plein fouet, Emily demandait rarement quelqu'un, surtout pas sa mère. Les doigts de Sarah se resserrèrent autour de son téléphone alors que des obligations concurrentes se déroulaient en elle. L'équipe chirurgicale comptait sur elle pour un remplacement de valve d'urgence prévu dans 40 minutes, une fille de 7 mois avec peu de chances de survivre jusqu'au matin sans intervention. Mais les antécédents d'épilepsie fébrile d'Emily lui traversèrent l'esprit, ainsi que les avertissements des pédiatres concernant la régulation inhabituelle de la température de sa fille. « Je serai là dès que je pourrai », promit Sarah en se dirigeant déjà vers le bureau de son chef de service pour expliquer la situation. La conversation qui suivit fut brève. « C'est la 3e urgence que vous avez ce mois-ci, Williams, fit remarquer Dr. Hoffman, ses sourcils gris se fronçant. Nous avons adapté votre situation, mais il y a un enfant sur la table qui a besoin du meilleur chirurgien disponible. La comparaison implicite flotta dans l'air, un enfant, son enfant, contre un autre dont la vie dépendait des compétences spécialisées de Sarah. Dr. Anderson, de cardiologie, s'avança en proposant de couvrir l'opération. Le soulagement traversa Sarah jusqu'à ce que Hoffman ajoute. Anderson peut s'en occuper, mais le conseil se réunira la semaine prochaine pour examiner votre candidature au poste de chef de service. Cela n'aidera pas votre cas. La menace était subtile mais indubitable. Sarah hocha la tête, comprenant ce qu'elle sacrifierait potentiellement alors qu'elle rassemblait ses affaires. Un SMS arriva de Madame Parker, la fièvre est descendue à 102,1 degrés Fahrenheit. Elle se débrouille mieux, pas besoin de se précipiter à la maison. Sarah hésita, partagée entre ses instincts de docteur et de mère en guerre. Et dit au docteur Anderson que j'ai apprécié l'offre, mais que j'effectuerai l'opération comme prévu, répondit-elle finalement à Hoffman en tapant un message à Madame Parker. Continuez à surveiller, appelez si quelque chose change, nous serons à la maison à minuit. Alors qu'elle se dirigeait vers l'aile chirurgicale, ses pensées se tournèrent vers Max, la seule présence dans la vie d'Emily qui ne la décevait jamais. Veille sur elle, murmura-t-elle une prière inconsciente à un chien devenu, en quelques mois, son partenaire le plus fiable dans la parentalité. Madame Parker se déplaçait dans la maison des Williams avec l'efficacité expérimentée de quelqu'un qui connaissait intimement chaque recoin. Ses mains,
tachée par l'âge mais toujours forte, essuyait méthodiquement les surfaces déjà brillantes, redressant les coussins déjà parfaitement alignés. C'était un travail acharné pour apaiser sa conscience. Émilie était finalement tombée dans un sommeil agité à l'étage, sa fièvre planant obstinément à 102 degrés Fahrenheit. À travers la porte de la chambre partiellement ouverte, Madame Parker pouvait voir Max allongé à côté du lit d'Émilie, sa tête reposant sur ses pattes, mais ses yeux alertes suivant les mouvements de Madame Parker avec une attention inébranlable. Elle avait essayé 2 fois d'amadouer le berger en bas pour son repas du soir, celui dans lequel il était censé mélanger le sédatif de Vincent, mais Max avait refusé de quitter son poste. « Tu sais que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en rencontrant brièvement le regard du chien avant de détourner le sien. L'horloge du grand-père dans le couloir sonna 9 fois, chaque note résonnante resserrant le nœud dans l'estomac de Madame Parker, où Vincent et son partenaire arriveraient à 11h, 2 heures plus tôt que prévu. Il sortit avec un autre homme, tous deux vêtus de vêtements sombres, s'approchant de la maison à grands pas déterminés. Le téléphone de Madame Parker glissa de ses doigts tremblants et claqua contre le sol carrelé. Émilie, halta-t-elle, se tournant vers les escaliers. Elle devait se rendre jusqu'à l'enfant pour verrouiller la porte de la chambre, pour appeler à l'aide. Elle réussit à faire 3 pas avant que le bruit de verre brisé ne vienne de la véranda à l'arrière de la maison. L'aboiement d'avertissement de Max résonna à l'étage, suivi du claquement rapide de ses ongles sur le bois dur alors qu'il descendait les escaliers, passant devant Madame Parker avec une détermination résolue. « Max, non » appela-t-elle faiblement, sachant ce qui l'attendait. Le berger disparut dans l'obscurité de la cuisine juste au moment où Madame Parker entendit la porte arrière s'ouvrir. Il y eut un moment de profond silence, puis le juron surpris d'un homme, suivi des sons indubitables de lutte, grognements, cris, meubles se renversant. Vincent se remit rapidement de son choc initial en rencontrant Max, complètement alerte et agressif. Des années de manipulation de chiens policiers lui avaient appris exactement comment ils attaquaient, plus important encore, comment contrer ces attaques. Alors que Max se précipitait vers lui, Vincent pivota brusquement en utilisant l'élan du berger pour le déséquilibrer. « Jake, prends la muselière de mon sac », cria-t-il à son partenaire qui se tenait figé dans l'embrasure de la porte. Max se rétablit instantanément, encerclant Vincent avec la précision tactique de son entraînement. Vincent tendit la main vers l'interrupteur, inondant la cuisine d'une lumière fluorescente crue, qui révéla la scène complète, le magnifique berger, dents arborées en avertissement silencieux. « Parker » trembla Madame Parker à l'entrée du couloir. Jake, faisant face à un masque d'horreur confuse, s'écria. « Tu as dit que le chien serait dehors. Tu as dit que personne ne serait blessé. » La voix de Jake se brisa sous l'effet de la panique. Vincent l'ignora, sa concentration entièrement sur Max. Le berger attendait une ouverture, muscles tendus sous son pelage noir et feu. « Madame Parker, dit calmement Vincent, sans quitter le chien des yeux, je vois que notre arrangement a été reconsidéré. » Le visage de la femme plus âgée se froissa. « Je ne pouvais pas le faire, chuchota-t-elle. Pas à l'enfant. Pas à lui. » Vincent hocha la tête comme si cette trahison n'était qu'un développement intéressant, malheureux mais gérable. De la poche de sa veste, il retira un petit appareil qui ressemblait à une épingle. Quand il appuya dessus, un son aigu, inaudible pour les oreilles humaines mais angoissant pour les chiens, emplit la pièce. La réaction de Max fut immédiate et dévastatrice. Le berger gémit, secouant violemment la tête avant de s'accroupir, faisant une pause pour se gratter les oreilles. Vincent sourit, avançant avec assurance. « Les chiens policiers ont une ouïe si sensible, dit-il. C'est l'une des premières vulnérabilités que j'ai identifiées dans le programme de formation. » Madame Parker se précipita en avant sans réfléchir, son instinct maternel prenant le pas sur la peur. « Arrête. Eh bien, tu lui fais mal. » Vincent lui donna un coup de poing avec une brutalité désinvolte, en voyant la vieille femme s'écraser contre le réfrigérateur. Elle s'effondra sur le sol, une fine ligne de sang coulant de sa tempe. Jake regarda avec horreur la réalité de sa situation se cristalliser soudainement. « Ce n'était pas ce dont nous avions convenu, dit-il en reculant vers la porte. Nous étions juste censés prendre des objets de valeur, pas blesser des gens. » Vincent garda l'appareil sonique pointé sur Max, tout en répondant, « Les plans changent maintenant.
Aidez-moi à sécuriser cet animal, ou monter à l'étage et trouver les objets pour lesquels nous sommes venus. Votre fille a toujours besoin de ce traitement, n'est-ce pas? La mention de Grace fit taire momentanément la protestation de Jake. Il regarda la forme immobile de Madame Parker vers Max, luttant contre les ondes sonores débilitantes et sentit la honte l'envahir dans une vague esséurante. Mais l'image de Grace dans son lit d'hôpital, s'affaiblissant chaque jour, le propulsa en avant. Je vais vérifier à l'étage, marmonna-t-il en contournant prudemment Max et en se dirigeant vers l'escalier. Ce que Jake ne vit pas, c'est Vincent cherchant quelque chose dans sa veste, un petit couteau de chasse. Sa lame captura la lumière de la cuisine alors qu'il s'approchait du berger. Incapable de supporter la scène, Émilie se réveilla dans une maison qui lui semblait étrange, même à travers le brouillard de la fièvre. Ses sens aiguisés enregistrèrent des changements subtils dans l'atmosphère, des voix étranges en bas, l'absence de la présence rassurante de Max à côté de son lit, mais plus alarmant encore, un gémissement aigu qu'elle pouvait sentir vibrer douloureusement dans ses oreilles. Tirant sa couverture fermement autour de ses épaules, Émilie glissa du lit et se dirigea vers sa porte avec les pas prudents d'un enfant habitué à naviguer dans un monde rempli de menaces sensorielles. Le couloir s'étendait devant elle, des ombres se rassemblant dans les coins malgré la lueur des veilleuses. Le premier instinct d'Émilie fut de se retirer dans son placard, son espace sûr pendant les orages et les feux d'artifice, mais le son de la détresse de Max la tira en avant à la place. « Max » murmura-t-elle, sa voix petite et incertaine dans l'obscurité. Aucun aboiement de réponse ne vint, seulement les sons continus de lutte. Évidente dans la précision de la blessure. Suffisamment profonde pour neutraliser, mais pas pour tuer immédiatement. Vincent avait toujours été clair sur son mépris pour le département qu'il avait renvoyé, mais cette vendetta contre un chien policier à la retraite révélait une dépravation que Jake n'avait pas entièrement comprise jusqu'à présent. « Les filles à l'étage, » dit Jake, comme un cheval réveillé. « Nous devons partir avant qu'elle n'appelle à l'aide. » L'expression de Vincent se durcit. « C'est un enfant autiste non-verbal avec une forte fièvre, qui va-t-elle appeler ?» Son ton dédaigneux reflétait la confiance d'un homme qui avait étudié ses cibles en profondeur. Jake sentit la sueur lui perler sur le front alors qu'il réalisait la précarité de sa position. Si Vincent découvrait qu'il avait donné un téléphone à Émilie, on ne pouvait pas prédire ce qu'il pourrait faire à l'enfant. « Nous devrions quand même y aller, » insista Jake. « Cela a échappé à tout contrôle. Tu avais dit que personne ne serait blessé. » Vincent Rose essuya lentement la lame sur une serviette de cuisine, avec des soins méthodiques. « Personne d'important n'est blessé, » répondit-il froidement. « Juste une femme de ménage désobéissante et un chien qui aurait dû être euthanasié il y a des années. » Il fit un geste vers les escaliers, toujours avec le couteau en main. « Maintenant, va chercher le coffre-fort dans la chambre principale. Je vais finir ici et te rejoindre. » L'implication flottait dans l'air comme un nuage empoisonné. Jake jeta un coup d'œil à Max, voyant l'intelligence et la douleur dans ses yeux. Un plaidoyer silencieux résonnait avec son propre besoin désespéré de rédemption. À ce moment-là, Jake fit son choix. « Non », dit-il, se plaçant simplement entre Vincent et l'animal blessé. L'expression de Vincent passa de la surprise au mépris en un instant. « Non, tu recules maintenant. Qu'en est-il de Grace ? Qu'en est-il de toutes ces factures médicales ? » La manipulation était transparente, mais toujours puissante. Jake sentit sa résolution vaciller jusqu'à ce qu'il entende un bruit à l'étage, le clic à peine perceptible d'une porte. Émilie s'était enfermée ou était en train de sortir, peut-être pour descendre vérifier. Max, dans un dernier effort, se balança sur ses pieds. Il saignait abondamment, mais sa détermination ne faiblissait pas. « Ce n'est plus à propos de Grace, » dit Jake, sa voix stabilisée. « Il s'agit du genre de père qu'elle mérite. » Il se précipita en avant sans prévenir, attaquant Vincent avec toute la force de son désespoir. Ils se heurtèrent à l'îlot de cuisine, envoyant des ustensiles et de la vaisselle s'écraser au sol. Le couteau glissa sous le réfrigérateur alors que les deux hommes se battaient dans un combat de plus en plus frénétique. Vincent, bien que plus maigre, se battait avec la précision calculée de quelqu'un qui s'était entraîné à la violence. Jake, alimenté par le besoin urgent de protéger Max et Émilie, l'affronta avec une détermination brute. Aucun des deux hommes ne remarqua que Madame Parker reprenait connaissance,
rampant douloureusement vers le téléphone qu'elle avait laissé tomber plus tôt. Ils n'ont pas vu Max puiser dans ses réserves d'entraînement et de ténacité, se débattant pour se relever malgré le sang qui s'accumulait sous lui. Le berger vacilla momentanément puis, avec une concentration délibérée, commença à se déplacer vers les hommes qui se battaient. Instinct et devoir le propulsaient en avant, un pas angoissant à la fois. Emily Williams se tenait en haut des escaliers, le téléphone de Jake serré dans sa petite main, écoutant le chaos qui éclatait dans la cuisine en dessous. La voix de l'opératrice du 911 semblait incroyablement minuscule sur fond d'hommes qui criaient et de verres brisés. « Bonjour, est-ce que quelqu'un est là ?» La voix répéta, mais Emily pressa l'appareil contre son oreille, invoquant des mots qui restaient normalement piégés derrière les murs de son monde privé. « Les mauvais hommes, murmura-t-elle. Ils font mal à Max. Ils font mal à Madame Parker. » La fièvre faisait nager ses pensées comme des poissons dans une eau trouble. Mais une certitude restait claire, Max avait autant besoin d'elle qu'elle avait eu besoin de lui ces derniers mois. La voix de l'opératrice s'aigrit d'urgence. « Chérie, quelle est ton adresse ? Peux-tu me dire où tu es ?» Emily récita les numéros et le nom de la rue avec une mémoire parfaite. Une des premières mesures de sécurité que sa mère lui avait inculquées. « Bonne fille », l'opératrice félicita. « La police est en route. Y a-t-il un endroit sûr où tu peux te cacher jusqu'à leur arrivée ?» Emily ne répondit pas. Son attention se portait sur un bruit en bas, un son instinctif de Max, un son qu'elle avait appris signifiait douleur sans décision consciente. Elle recommença à descendre les escaliers. Le téléphone était toujours connecté, mais maintenant suspendu à ses côtés. La porte de la cuisine encadrait une scène d'intensité cauchemardesque. Deux hommes enfermés dans une lutte violente. Madame Parker s'effondra contre le réfrigérateur. Et Max se balançait sur ses pieds. Du sang assombrissait son beau manteau. Quelque chose d'inconnu s'enflamma dans la poitrine d'Emily, brûlant à travers son silence et sa prudence habituelle. Le mot « arrête » explosa d'elle avec une telle force que tout mouvement dans la cuisine se figea brièvement. Vincent récupéra en poussant Jake violemment contre le comptoir et se tournant vers ce nouveau développement. Son visage se tordit en quelque chose de prédateur quand il aperçut Emily en train de calculer comment utiliser cette variable inattendue à son avantage. « Eh bien, bonjour, dit-il, sa voix faussement douce. « Tu devrais être au lit, petite. » Emily ne recula pas. Au lieu de cela, ses yeux se fixèrent sur Max, communiquant dans ce langage sans mots qu'ils avaient développé. Les oreilles de Max se dressèrent, sa posture se redressant malgré sa blessure. Vincent remarqua cet échange et s'arrêta soudainement, méfiant de la compréhension qui passait entre l'enfant et le chien. Jake saisit ce moment de distraction, se précipitant vers le couteau qui était réapparu pendant leur lutte, et le faisant tomber de la prise de Vincent. Il glissa sur le sol, s'arrêtant à quelques centimètres des pieds nus d'Emily. Sans hésitation, elle le ramassa et recula, le mettant hors de portée des deux hommes. « Fille intelligente », gronda Vincent, abandonnant toute prétention de douceur. « Mais tu es hors de portée ici. » Il se dirigea vers Emily avec une détermination renouvelée, mais se figea à un son qui glaça même son cœur endurci, le grondement sourd de Max, augmentant en intensité, comme l'approche du tonnerre. Le berger s'était positionné entre Emily et la menace, appelant des réserves de force que son entraînement avec l'enfant avait rendu possible. Pour la première fois, le doute traversa le visage de Vincent, alors qu'il reconnaissait la transformation de l'animal qu'il avait rejeté comme brisé. Davy, lorsqu'il a vu votre fille et a aidé à protéger le chien, son histoire correspond aux preuves et aux contes de votre fille. L'officier Renel hésita puis ajouta, il y a autre chose que vous devez savoir. Nous avons trouvé des photos de surveillance de votre famille dans la voiture de Carter, y compris certaines qui remontaient à plusieurs semaines. Ce n'était pas un cambriolage aléatoire. L'implication a fait froid dans le dos de Sarah. Ces hommes avaient surveillé sa maison, sa fille, ses routines, exploitant son absence. L'équilibre précaire qu'elle avait maintenu entre sa carrière et sa maternité lui semblait soudain être un pari terrible qui lui avait presque tout coûté. C'était comme si elle lisait dans ses pensées. L'officier Reynolds ajouta que votre fille avait fait preuve d'une présence d'esprit remarquable. Peu d'enfants de son âge auraient pu passer cet appel et rester aussi calmes. Sarah regarda à travers la cloison vitrée où Emily était assise,
rigide, sur une chaise de salle d'attente, ses yeux fixés sur les portes menant au bloc opératoire. C'est la personne la plus forte que je connaisse, répondit Sarah. Je n'avais tout simplement pas fait attention. Des heures se sont écoulées, marquées uniquement par le tic-tac rythmique de l'horloge murale et des mises à jour occasionnelles de l'équipe du Dr Chin. Emily est restée éveillée malgré sa fièvre, refusant les médicaments qui pourraient la rendre somnolente, sa vigilance un reproche silencieux à l'absence de sa mère. Sarah s'assit, respectant la distance qu'Emily avait placée entre elles, se demandant comment reconstruire ce qui avait été endommagé bien avant les violences de ce soir, peu après 15 heures. À 13 heures, le Dr Chin sortit, un masque chirurgical pendait autour de son cou. L'épuisement était évident dans sa posture, mais la satisfaction dans ses yeux était palpable. « Il est stable », annonça-t-il. Le couteau a raté l'artère principale de quelques millimètres. S'il l'avait touché, il n'aurait pas survécu assez longtemps pour nous atteindre. Il est incroyablement fort et, quoi qu'il en soit, il s'est battu assez longtemps pour te protéger avec quelque chose de spécial. Emily se leva immédiatement. « Puis-je le voir ?» Le docteur Chin hocha brièvement la tête. Il est toujours sous anesthésie. Elle les conduisit dans une zone de réveil où Max était allongé, connecté à un équipement de surveillance. Son épaule était lourdement bandée, et une perfusion lui administrait des liquides et des antibiotiques. Emily s'approcha lentement, tendant la main pour toucher sa patte avec une infinie douceur. « Je suis là, Max », murmura-t-elle. « Tu l'as fait, tu as tenu ta promesse. » Sarah se recula, témoin d'une profondeur de connexion qu'elle n'avait pas réussi à entretenir avec sa propre fille, tandis que la poitrine de Max se soulevait et tombait au rythme régulier du sommeil réparateur. Sarah fit sa propre promesse silencieuse de reconstruire ce qui avait été brisé, d'être présente de manière importante, de reconnaître le don extraordinaire qui avait sauvé sa fille alors qu'elle ne le pouvait pas. Le lendemain matin de l'opération de Max apporta une réalité qui donne à réfléchir. Son visage exprimait la gravité de la situation avant qu'elle ne dise un mot, debout dans son bureau avec Emily, heureusement endormie sur une chaise d'hôpital à l'extérieur. Sarah écouta le pronostic avec le détachement clinique qu'il avait porté à travers d'innombrables conversations difficiles avec les parents de ses propres patients. Les dégâts sont importants, expliqua le docteur Chin en montrant des rayons X affichés sur l'écran de son ordinateur. La lame a sectionné plusieurs tendons et endommagé la capsule articulaire. Nous avons réparé ce que nous pouvions, mais il y a une inquiétude majeure concernant la fonction à long terme et la gestion de la douleur. Elle fit une pause pour permettre à Sarah de traiter cette information avant de continuer. En plus, ces analyses de sang montrent des valeurs inquiétantes. L'appareil sonique utilisé par M. Carter a causé un traumatisme interne. Nous évaluons toujours, mais il y a des preuves de dommages neurologiques qui pourraient affecter son équilibre et sa coordination de manière permanente. Le docteur Chin croisa les mains sur le bureau, son expression compatissante mais directe. Étant donné son âge, la gravité de ses blessures et la probabilité de douleurs chroniques, de nombreux propriétaires envisageraient une euthanasie humaine. Les mots flottaient dans l'air comme un poids invisible. L'esprit de Sarah calcula immédiatement ce que cela signifiait pour Emily, qui avait déjà enduré tant de pertes. Cela ne pouvait pas être une option. Elle répondit fermement, bien que sa formation médicale l'ait forcée à reconnaître les complexités éthiques. Emily a besoin de lui. Le docteur Chin hocha la tête avec compréhension. J'avais prévu que ce serait votre position. Nous pouvons tenter une rééducation agressive, mais je dois être transparente sur les défis à venir. Max aura besoin d'une physiothérapie intensive, de plusieurs médicaments, et éventuellement de chirurgie supplémentaire. Même dans ce cas, il ne retrouvera peut-être jamais une mobilité ou une fonction complète sans douleur. Elle glissa un dossier sur le bureau contenant des options de traitement, des protocoles de médicaments et des estimations de coûts. Sarah le feuilleta mécaniquement. Les chiffres se brouillaient devant ses yeux, non pas à cause de leur ampleur, mais à cause de ce qu'ils représentaient. Il s'agissait d'un effort vaillant qui pourrait encore se terminer par un échec. Il y a autre chose que vous devriez considérer, ajouta doucement le docteur Chin. Les chiens policiers comme Max sont entraînés à servir et à protéger. Leur identité est profondément liée à leur capacité à accomplir leurs tâches.
Certains maîtres signalent des changements de comportement importants lorsque ces chiens ne peuvent plus remplir ce qu'ils perçoivent comme leur objectif, dépression, anxiété, et parfois même agressivité née de la frustration. Sarah pensa à la position protectrice de Max malgré ses blessures. Sa concentration inébranlable sur Emily. Même si sa force faiblissait. Il a un nouveau but maintenant, dit-elle doucement. Il protège Emily. Ils se guérissent les uns les autres. L'expression du docteur Chin s'adoucit. Ce lien est remarquable, et il peut en effet faire toute la différence. Mais préparer Emily à la possibilité que Max ne se rétablisse pas complètement, ou pas du tout, serait prudent. Alors que Sarah quittait le bureau, ces mots résonnaient dans son esprit. Comment pourrait-elle préparer Emily à une autre perte, alors que sa fille lui avait à peine parlé depuis l'attaque? Le mur entre elles semblait insurmontable, construit par les absences de Sarah et le sentiment d'abandon d'Emily, maintenant renforcé par le traumatisme qu'elles avaient vécu séparément. Le monde d'Emily s'était rétréci à un seul focus, Max. Elle refusa de quitter l'hôpital vétérinaire, faisant des crises de colère sans précédent quand Sarah suggéra de rentrer chez elle pour se reposer. Sa fièvre était tombée, mais un autre type de maladie s'était installé, un traumatisme psychologique profond, qui se manifesta par de nouveaux comportements alarmants. Emily, qui avait fait des progrès avec une communication verbale limitée, se retira dans un silence presque complet, ne parlant qu'à Max, en chuchotant quand elle pensait que personne n'écoutait. Le psychologue pour enfants, qui est venu le 3e jour, observa Emily pendant 1 heure, puis donna son évaluation dans le couloir devant la chambre de Max. Emily présente des signes classiques de réponse au stress aigu, pouvant évoluer vers un ESPT, expliqua le docteur Winters. La combinaison de l'invasion de domicile violente dont elle a été témoin et maintenant la perte potentielle de son principal soutien émotionnel, Max, a créé une tempête parfaite de traumatisme. Sarah sentit la culpabilité brûler dans sa poitrine pendant que le docteur Winters continuait. Elle fait l'expérience de l'hypervigilance. Remarquez comment elle se positionne pour voir à la fois la porte et Max à tout moment. Elle fait également preuve de mutisme sélectif, ne parlant qu'à Max parce qu'il représente la sécurité dans un monde devenu imprévisible et menaçant. Le psychologue recommanda des séances de thérapie d'intervention immédiate, et éventuellement des médicaments, ainsi qu'une routine cohérente dans un environnement sécurisé. Toutes ces choses nécessitaient d'éloigner Emily de Max. Elle ne le quittera pas, dit Sarah en regardant à travers la fenêtre pendant qu'Emily arrangeait et réarrangeait méthodiquement le bol d'eau de Max, la couverture et les jouets, créant un ordre que seule elle comprenait. La séparation maintenant pourrait aggraver ses symptômes. Le docteur Winters hocha la tête avec sympathie. Je comprends, mais sa dépendance envers Max devient malsaine, surtout compte tenu de son état. Que se passe-t-il si? Sarah n'eut pas besoin de finir la phrase. Elle savait ce que signifiait cette question tacite. Que se passe-t-il si Max meurt? Reconnut immédiatement. Dr Williams et Emily sont dans la chambre 114 de l'aile ouest, dit-elle en contournant les formalités. Max est dans un état critique. Michael hocha la tête brièvement, son expression ne révélant rien alors qu'il parcourait les couloirs stériles à l'extérieur de la chambre 114. Il s'arrêta, prenant une respiration calme avant d'ouvrir la porte. La scène à l'intérieur l'arrêta momentanément. Sarah s'effondra sur une chaise inconfortable, sa précision chirurgicale maintenant remplacée par l'écheveau de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des jours. Emily se recroquevilla contre la grande forme de Max sur le lit vétérinaire spécialisé, sa petite main posée de manière protectrice sur son épaule bandée. Max lui-même était connecté au moniteur et aux lignes intraveineuses, ses yeux autrefois alertes maintenant émoussés par les analgésiques. Emily le remarqua en premier, son corps se raidissant de reconnaissance. « Papa ?» Le mot émergea comme une question entrelacée avec confusion et conscience. La tête de Sarah se releva brusquement, l'épuisement fut instantanément remplacé par le choc. « Michael, comment as-tu fait ?» J'ai gardé un œil dessus, interrompit-il en entrant complètement dans la pièce. Un collègue m'a appelé lorsque le nom d'Emily est apparu dans les rapports de police. Sarah se leva en tremblant, se plaçant subtilement entre Michael et Emily dans un geste protecteur instinctif. « Tu nous espionnais ?» Sa voix avait un ton dangereux. Michael croisa son regard sans broncher. « Je préfère penser à cela comme à un maintien de la conscience du bien-être de ma fille.
Compte tenu des événements récents, il semble que mes inquiétudes étaient justifiées, ajouta-t-il. L'accusation flottait dans l'air entre eux. Des années de conflits non résolus se condensèrent dans cette seule déclaration. Emily, avec la perception qui accompagnait souvent son état depuis la tension, se pressa plus près de Max, dont les yeux s'étaient ouverts à la nouvelle voix. La réaction du berger était inattendue malgré son état affaibli. Les oreilles de Max se dressèrent en avant, sa queue cogna faiblement contre le lit. Un petit gémissement lui échappa alors qu'il tentait de lever la tête vers Michael. La façade composée de Michael se fissura légèrement alors qu'il s'approchait du lit, tendant la main, paume vers le bas, dans un geste qui semblait étrangement familier. « Bonjour, ami, dit-il doucement. Tu as eu des moments difficiles, n'est-ce pas ?» Sarah regarda cette interaction avec une confusion croissante. « Tu connais ce chien ?» Michael continua de caresser doucement la tête de Max avant de répondre. « Je le connais plus que je ne le connais. Je l'ai sélectionné dans sa portée pour le programme K9 il y a 7 ans. » Il se tourna vers Sarah, complètement résigné, remplaçant sa posture défensive. « Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas dites, Sarah. Avant la faculté de droit, avant de nous rencontrer, j'étais un maître-chien K9 au département de police. J'ai aidé à former Max quand il était chiot. » La révélation atterrit comme un coup de tonnerre dans la petite pièce. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent, passant de son père à Max, comme si elle réévaluait tout ce qu'elle comprenait d'eux. Sarah se renfonça dans sa chaise en traitant ce lien inattendu. « Tu n'as jamais rien mentionné de tout cela. Pas une seule fois dans tout notre mariage. » La mâchoire de Michael se serra. Ce n'était pas pertinent pour la vie que nous construisions. J'ai laissé cette carrière derrière moi après un incident qui m'a fait remettre en question l'ensemble du système de justice pénale. La faculté de droit était mon nouveau départ. Son attention se reporta sur Max, dont la reconnaissance était indéniable. Maintenant, je ne m'attendais plus jamais à le revoir. Surtout pas comme ça. Les couches de coïncidence semblaient trop improbables pour être acceptées. Si tu n'étais plus un handler, comment Max s'est-il retrouvé avec un autre officier, demanda Sarah, la suspicion colorant son ton. L'expression de Michael s'assombrit d'un vieux chagrin. James Jenkins était mon meilleur ami à l'académie. Quand je suis parti, il a repris la formation de Max. Ils sont devenus l'une des équipes les plus décorées du département. Il avala difficilement. J'ai entendu parler de la mort de James l'année dernière. Je n'avais aucune idée de ce qui était arrivé à Max par la suite. Cette nouvelle information jeta tout sous un jour différent. L'acceptation immédiate de Max dans leur maison, son lien inhabituel avec Emily, même son effort extraordinaire pour la protéger malgré ses blessures. Sarah eut du mal à réconcilier l'avocat réservé qu'elle avait épousé avec ce passé caché, se demandant ce qu'elle avait pu mal comprendre d'autre à propos de l'homme avec qui elle avait autrefois partagé sa vie. La salle de conférence de l'hôpital vétérinaire avait été réaménagée en bureau juridique de fortune. Des documents étaient éparpillés sur la table et un ordinateur portable était ouvert à divers précédents de cas. Michael, maintenant dans son élément, arpentait la pièce alors qu'il décrivait sa stratégie au petit rassemblement. Sarah, le docteur Chin et l'officier Reynolds, qui avaient répondu à l'appel d'Emily au 911. L'ordre de contrôle des animaux est procéduralement vicié, Michael expliqua en pointant les sections mises en évidence du code municipal. Max agissait pour défendre un enfant mineur lors de la commission d'un crime. La loi de l'État exempte explicitement les animaux d'assistance des désignations de chiens dangereux dans de telles circonstances. L'officier Reynolds hocha la tête en signe d'accord. Le département soutient complètement Max. Plusieurs officiers ont proposé de témoigner sur ses antécédents de service et sa formation. Pendant que Michael continuait à exposer les arguments juridiques, Sarah s'est retrouvée à l'observer avec une nouvelle perspective. La passion avec laquelle il défendait Max révélait des aperçus de la personne qu'il avait été avant qu'ils ne se rencontrent, idéaliste, déterminé, prêt à se battre pour ce qu'il croyait être juste. Ces qualités l'avaient attiré au départ, mais elles semblaient s'estomper pendant leur mariage, en particulier après le diagnostic d'Emily. Maintenant, elle se demandait si elles avaient simplement été canalisées ailleurs, dans des batailles judiciaires et des dossiers juridiques, plutôt que dans leur vie de famille de plus en plus tendue.
Il y a une autre complication, intervint le docteur Chin, ramenant l'attention de Sarah sur l'état actuel de Max. Même si nous gagnons cette bataille juridique, son pronostic reste réservé. L'infection répond aux nouveaux antibiotiques, mais les dommages à son épaule sont. Michael absorba ces informations avec la même concentration analytique qu'il appliquait aux défis juridiques. Quel est le calendrier de la réadaptation? De quels aménagements aurait-il besoin? Ces questions étaient précises et pratiques, axées sur les solutions plutôt que de s'attarder sur les limites. Le docteur Chin sembla surpris par son approche. 6 à 8 semaines de thérapie intensive, suivies d'exercices à domicile continu. Il aurait besoin d'un environnement de vie à un seul niveau, un minimum d'escalier, éventuellement une rampe pour accéder à la cour. La gestion de la douleur serait une considération à long terme. Michael hocha la tête en prenant des notes. Tout est gérable, déclara-t-il avec certitude, ce qui était à la fois rassurant et irritant pour Sarah. Sa confiance avait toujours fait de lui un excellent avocat, mais un partenaire difficile. Sa certitude laissait peu de place à la collaboration ou au compromis. Et Emily, demanda Sarah doucement. Si elle a pensé à ce dont elle avait besoin dans tout cela? L'épingle de Michael s'arrêta au milieu d'une note. Bien sûr, elle a besoin de Max et de stabilité, hésita-t-il un moment. Et tous deux sont parents. L'aveu sembla lui coûter quelque chose, une concession que leur dynamique familiale était pertinente pour l'avenir de Max. Avant qu'ils ne puissent explorer cela plus avant, le téléphone de l'agent Reynolds vibra avec un message entrant. Son expression changea en lisant. Il y a eu un développement dans l'affaire contre Morrison et Carter, annonça-t-il. Jake Morrison a accepté de témoigner contre Vincent Carter en échange de charges réduites. Sa déclaration comprend de nouvelles informations sur l'implication de Madame Parker. Sarah se tendit à la mention de son ancienne gouvernante. La trahison semblait toujours vive, bien que tempérée par le fait de savoir que Madame Parker avait finalement essayé de protéger Emily et Max. Quelles nouvelles informations? Michael demanda, ses instincts d'avocat engagés. L'officier Reynolds jeta un coup d'œil à Sarah avant de continuer. Morrison affirme que Carter a fait chanter Madame Parker en utilisant des informations sur les violations de la libération conditionnelle de son fils. Elle a été contrainte de donner accès à votre domicile. Morrison déclare également que Carter a spécifiquement ciblé votre foyer après avoir reconnu Max comme un ancien chien policier. Le vol était secondaire à sa vendetta contre les officiers K9. La révélation de la malveillance calculée derrière ce que Sarah avait supposé être un crime aléatoire la laissa glacée. Emily a-t-elle besoin de témoigner? Demanda Sarah, redoutant l'impact des procédures judiciaires sur sa fille déjà traumatisée. L'officier Reynolds secoua la tête. L'accord de plaidoyer de Morrison et la déclaration de Madame Parker devraient être suffisants. Les preuves matérielles sont un soulagement accablant. Sarah, bien qu'elle veuille que la justice protège Emily de nouveaux traumatismes, sentit un poids s'alourdir. Cependant, Michael semblait troublé par autre chose. Carter a spécifiquement ciblé Max. Pourquoi? L'officier Reynolds hésita avant de répondre. Selon Morrison, Carter a été renvoyé du programme de formation K9 pour avoir utilisé une force excessive avec les chiens. Il a apparemment imputé son licenciement à des entraîneurs qui n'étaient pas d'accord avec ses méthodes. Le visage de Michael se vida de sa couleur. J'étais l'un de ses entraîneurs, dit-il doucement. J'ai déposé le rapport qui a conduit à son renvoi. Porter était brillant avec les aspects techniques de la formation, mais il a montré un manque d'empathie inquiétant envers les animaux. Je l'ai surpris en train d'utiliser des colliers anti-choc à des niveaux excessifs pour accélérer la conformité. Les pièces s'assemblèrent soudainement avec une clarté troublante. La surveillance méthodique de Vincent Carter, sa connaissance de l'emploi du temps de Sarah, sa cruauté particulière envers Max. Il savait exactement qui était Max, Michael continua, l'horreur se levant dans son expression. Et il savait que Max était connecté à moi. Ce n'était pas seulement à propos du chien. C'était une question de vengeance. Sarah eut l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Tu veux dire qu'Emily était en danger à cause de ton passé? À cause d'une rancune contre toi? L'accusation dans sa voix était indubitable. Michael flincha, mais ne le nia pas.
Je n'avais aucune idée que Carter était même dans ce domaine. J'ai pratiqué le droit des sociétés pendant des années, complètement éloigné de la justice pénale. La distance qu'ils avaient maintenue depuis leur séparation semblait soudainement être la seule chose qui avait protégé Emily d'un ciblage antérieur. L'ironie était insupportable. L'absence de Michael, que Sarah avait si profondément ressentie, aurait pu retarder la découverte de leur lien par Carter. Le poids de cette réalisation s'installa sur la pièce, rendant tout le monde momentanément silencieux, jusqu'à ce que le docteur Chin parle. Quelle que soit la motivation derrière l'attaque, le fait demeure que Max a sauvé la vie d'Emily, presque au prix de la sienne. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur le fait de nous assurer qu'il reçoive la reconnaissance et les soins qu'il mérite, plutôt que de lui attribuer la faute. Sa perspective pratique brisa la tension en leur rappelant leur objectif commun. Michael hocha visiblement la tête en se ressaisissant. Le docteur Chin a raison. Je vais rédiger une réponse officielle au contrôle des animaux aujourd'hui et contacter le bureau du procureur au sujet des nouvelles preuves. La priorité est de protéger Max et Emily maintenant. Pour la première fois depuis son arrivée, Sarah sentit une lueur du partenariat qu'ils avaient autrefois partagé. Un objectif commun transcendant leurs conflits personnels. Je devrais vérifier Emily, dit-elle en se levant de sa chaise. Elle va, je me demande où nous en sommes. Michael rassembla ses notes, hésitant avant de demander. Puis-je me joindre à toi? J'aimerais passer du temps avec elle, si ça te va. La demande ne contenait rien de son assertivité habituelle, juste le simple désir d'un père d'être avec sa fille. Sarah le considéra un long moment, voyant à la fois l'homme qu'elle avait épousé et l'étranger qu'il était devenu. Les morceaux de son passé ajoutaient maintenant une dimension à l'image qu'elle aimerait qu'il soit. Elle dit enfin. Tu as des questions que seul toi peux répondre. 911, le doigt d'Emily caresse le F de Max, trouvant méthodiquement du réconfort dans le mouvement répétitif. J'avais peur, elle a admis. Mais Max avait besoin de moi. Cette simple déclaration contenait une vérité profonde que les deux parents reconnaissaient, qu'Emily avait transcendé ses propres peurs pour aider quelqu'un qu'elle aimait. Sarah, observant depuis la porte, ressentait un mélange complexe de fierté et de tristesse. Le progrès qui aurait dû se produire progressivement grâce à l'exploration sur des émotions en thérapie avait été forcé par le traumatisme et la nécessité. Emily avait grandi, mais à quel prix? Michael continuait à partager des histoires plus douces sur la jeunesse de Max, ses premiers exercices d'entraînement, sa personnalité enjouée, son intelligence remarquable. À chaque anecdote, un pont se formait entre le père et la fille, construit à partir de leur lien partagé avec le berger. Quand Emily posa finalement la question qui restait inexprimée, « Pourquoi nous as-tu quittés ?» les explications répétées de Michael sur les différences irréconciliables et les philosophies parentales se dissipèrent dans une honnêteté inattendue. « J'avais peur, dit-il simplement. Peur de ne pas pouvoir être ce dont tu avais besoin, peur de te décevoir. » Sa vulnérabilité, si en désaccord avec l'avocat confiant qu'il était, atteignit Emily d'une manière que Sarah n'avait jamais vue. La petite fille étudia le visage de son père, appliquant la même concentration intense qu'elle donnait aux énigmes mathématiques. Max avait peur aussi, observa-t-elle, mais il est resté avec moi quand même. La profonde sagesse dans tout cela laissa les deux parents sans voix. De sa place sur le lit, Max gémit doucement, comme s'il reconnaissait son rôle dans cette reconnexion familiale. L'officier Reynolds apparut à la porte, interrompant ce moment fragile avec des nouvelles qui ne pouvaient pas attendre. « Nous venons de recevoir des nouvelles du bureau du procureur », annonça-t-il. Vincent Carter a été formellement accusé de plusieurs crimes, notamment de cruauté envers les animaux, d'introduction par effraction, d'agression avec une arme mortelle et de tentative de meurtre. Sa caution a été refusée en raison du risque de fuite et de la nature préméditée des crimes. La validation de l'héroïsme de Max et la justification de la décision prise il y a longtemps par Michael de signaler les méthodes abusives de Carter apportèrent un soulagement visible à Michael et Morrison. « Et les charges ?» demanda Michael. L'expression de l'officier Reynolds se radoucit. Les charges ont été légèrement réduites. Il est d'accord avec la recommandation d'une peine minimale, basée sur sa coopération et son éventuelle intervention. Le procureur a également découvert la situation médicale de sa fille et a mis la famille en contact avec une fondation qui aide aux frais médicaux des enfants.
Cette compassion inattendue au sein du système judiciaire surprit Michael, dont le cynisme s'était accru au cours de ses années en tant qu'avocat de la défense. Sarah aperçut le jeune officier idéaliste qu'il avait été avant que la désillusion ne le conduise au droit des sociétés et au détachement émotionnel. Les chemins non empruntés, les choix qui les avaient façonnés, semblaient soudainement visibles dans l'éclairage intense de la chambre d'hôpital. « Il y a encore une chose que l'officier Reynolds a ajoutée, dit-il, le comportement professionnel cédant la place à un sourire sincère. Le département aimerait remettre à Max une médaille honorifique pour son service. Elle est généralement réservée aux officiers blessés dans l'exercice de leurs fonctions, mais une exception a été approuvée dans ce cas. » Le visage d'Emily s'illumina à cette nouvelle. C'était le premier vrai sourire que Sarah avait vu depuis l'attaque. « Max est toujours un chien policier, » dit-elle avec une certitude parfaite, sa main posée de manière protectrice sur sa tête. « Il était juste sous couverture chez nous. » L'innocence de cette interprétation provoqua un rire inattendu chez les adultes, brisant la tension qui avait imprégné la pièce à ce moment d'amusement partagé. Quelque chose avait changé, pas une guérison complète des vieilles blessures, mais une reconnaissance du fait qu'avancer ensemble pourrait être possible. Max, sentant le changement d'atmosphère, frappa sa queue contre le lit en signe d'approbation apparente. La salle d'audience devint silencieuse lorsque Michael Williams se leva. Son costume sur mesure et sa présence imposante attirèrent tous les regards. Bien qu'il ait généralement représenté des clients d'entreprise dans des affaires civiles, il se présenta aujourd'hui devant la juge Eleanor Harmon avec un objectif différent. « Votre honneur, je comparais aujourd'hui non pas en tant qu'avocat du défendeur, mais en tant qu'avocat d'un tiers ayant un intérêt significatif dans cette procédure, un policier K9 à la retraite nommé Max. » Plusieurs rangées en arrière, Sarah était assise avec Emily qui serrait Spotty la girafe tout en regardant son père avec une attention solennelle. Max était absent, toujours en convalescence à l'hôpital vétérinaire. Son sort dépendait en partie de l'audience d'aujourd'hui. La juge, connue pour son approche pragmatique, étudia Michael par-dessus ses lunettes de lecture. « J'ai examiné votre pétition, Monsieur Williams. Assez inhabituel d'avoir une audience séparée sur le statut d'un animal pendant une procédure pénale en cours. » Michael hocha la tête et reconnut. « Des circonstances inhabituelles justifient des procédures inhabituelles, votre honneur. » Alors que l'affaire pénale contre Vincent Carter continue, Max reste dans les limbes juridiques en raison du statut d'animal dangereux, pétition déposée par Monsieur Finch et d'autres. Il fit un geste vers Walter Finch, qui était assis raide à côté de son avocat.